Salut à tous, c'est Nico, et mieux vaut tard que jamais, voici mon analyse et ma review du codex Black Templar. Alors, on aura normalement les vrais points qui sont dans le Munitorum Field Manual, qui du coup sortira en même temps que la sortie officielle de ce codex, donc on n'est pas sur les points codex qui sont faux, et on va regarder tous les détachements et toutes les unités de ce codex qui, à mon sens, est très très fort. Alors, la règle d'armée, évidemment, change pour les Black Templars. Vous n'avez plus le serment de l'instant. À la place, vous allez avoir les vœux de Templier. Vous avez aussi, comme d'habitude, l'impossibilité d'ajouter des unités qui sont pas issues des Black Templars, enfin qui seraient d'un autre chapitre que les Black Templars, donc vous avez accès aux unités Astartes normales, mais évidemment vous pouvez pas mettre de l'Ultramarine, du Blood Angels, etc. Vous ne pouvez pas jouer d'unités Psyker non plus, vous ne pouvez pas jouer le détachement de la première compagnie, la First Company Task Force, je sais pas exactement pourquoi, peut-être qu'ils se sont dit que c'était trop pété avec les fiches d'unités auxquelles vous avez accès, ou c'est juste parce que la règle c'est un bonus sur le serment de l'instant et vous n'avez pas le serment de l'instant. Et vous pouvez pas non plus prendre de Gladiator, Lancer, Reaper ou Valiant générique, vous avez vos propres variantes de ces datasheets. Vous pouvez pas prendre d'Impulsor, de Landraider Crusader, de Repulsor Executioner ou de Vétéran Sternguard générique, puisque vous avez vos propres versions de ces unités, donc vous n'avez pas besoin d'aller choisir celle des Space Marines. Alors, au niveau des vœux de Templier, ce que vous allez faire, c'est qu'au début de la bataille, vous allez choisir un vœu qui va s'appliquer à toute votre armée jusqu'à la fin de la bataille. Vous le changez pas en cours de bataille, hein, c'est juste un vœu. Il n'y a pas d'instance dans le codex qui vous permet de changer de vœu en cours de bataille non plus. Ça s'applique pas que aux unités Black Templar, mais aussi à toutes les unités Space Marine génériques. Ça remplace le serment de l'instant. Le premier vœu, c'est abhorrer le sorcier, détruisez le sorcier. Donc votre armée peut relancer les charges contre les unités qui ont le mot-clé Psyker, et votre armée va gagner précision contre les unités Psyker. Donc comme vous le choisissez en début de bataille, si vous affrontez des Thousand Sons, des Tyrannides, des Chevaliers Gris ou même des Eldar, ça peut avoir un intérêt, hein, puisque vous avez le temps de voir la liste de l'adversaire et de vous dire ok, je vais relancer toutes mes charges sur la majorité de cette armée et je vais pouvoir sniper tous les personnages. C'est intéressant, par contre le problème c'est que ce vœu vous le choisissez en début de bataille, et donc vous pouvez pas vraiment construire une armée qui ne jouerait que là-dessus, sauf si vous savez au moment où vous faites votre liste que vous allez affronter une armée qui a plein de Psykers, donc bon. Le bonus est bon, hein, la relance des charges sur des armées qui potentiellement peuvent être full Psyker, hein, si vous jouez contre des Thousand Sons par exemple, ça peut être très très fort. Maintenant, bon, c'est peut-être pas le plus puissant auquel vous avez accès. On a ensuite accepté tous les défis, celui-là c'est celui que vous allez prendre je pense dans 99% des cas. À chaque fois que vous faites une attaque en mêlée, si la force de votre attaque est inférieure ou égale à l'endurance de la cible, vous gagnez +1 pour blesser. C'est juste énorme. Ça veut dire que, de toute façon, si votre force est déjà supérieure, vous blessez à 3+, voire à 2+, en mêlée, même si ça sera la majorité du temps 3+, il y a peu de choses que vous blesserez sur 2+. Si vous avez la même force que l'endurance, vous blessez normalement à 4, mais du coup vous passez en blesse à 3. Et si vous avez une force inférieure à l'endurance, vous blessiez à 5 ou à 6, et donc vous passez en 4 ou à 5. Ce qui fait que vous blesserez jamais en dessous de 5+, et quand on voit le volume d'attaque que vous pouvez envoyer avec des instances de touche soutenues avec critique sur les 5, c'est ultra fort. C'est vraiment un vœu qui est ultra fort, et c'est probablement le meilleur que vous puissiez choisir dans quasiment tous les match-ups. Avec vos épées tronçonneuses par exemple, vous allez quasiment tout le temps tout blesser sur des 3+, puisque leur cible c'est de l'infanterie endurance 3 ou 4, à minima sur du 4, sur les cibles que vous voulez vraiment impacter. Vos frères d'épée qui sont force 5, ils vont blesser des chevaliers impériaux sur du 5, enfin des chevaliers impériaux du chaos d'ailleurs, sur du 5, et les petits vont les blesser sur du 4. C'est vraiment des trucs super violents, et enfin c'est je pense un vœu qui est nettement au-dessus de tous les autres. Vous avez ensuite, n'acceptez pas que l'impur vive, ça vous donne la capacité de charger à un tour où vous êtes replié, et quand vous faites un engagement ou une consolidation, vous pouvez aller vers l'unité la plus proche, au lieu de vous approcher de la figurine la plus proche. Alors celui-là, il est très très léger, le replié charge, mais pas le replié tir, vous perdez un petit peu de potentiel, même si vous avez très peu de tir. La consolidation vers l'unité la plus proche ou de la figurine la plus proche, c'est du détail dans 90% des cas. Ça sera utile que pour des joueurs très très expérimentés en phase de corps à corps. Pour des joueurs en partie amicale, ça n'entrera strictement jamais en ligne de compte. L'intérêt, c'est que ça vous donne un tout petit peu de latitude de mouvement pour par exemple aller engager l'ennemi avec un mouvement de charge, et ensuite vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher systématiquement au moment où vous faites vos petits mouvements de 3 pouces, vous n'êtes pas obligé d'aller vous rapprocher d'une figurine, vous pouvez vous étaler tant que vous restez en cohésion pour aller vous mettre sur un objet ou pour essayer d'aller engager une autre unité potentiellement. Bon,
C'est très léger, ça peut aussi vous permettre de vous déplacer pour laisser de la place à une autre charge sans vous coincer avec une unité, mais c'est vraiment du détail d'expert et ça vous servira probablement pas. Honnêtement, celui-là, quand vous pouvez avoir à la place un plus un pour blesser, bah vous le prenez jamais en fait. Et ensuite, vous avez soutenez l'honneur de l'empereur. Toutes vos unités infanterie vont gagner la règle sticky objectif. Donc en gros, vous gardez le contrôle des objectifs même si vous n'êtes pas dessus, tant que l'adversaire ne vous le reprend pas. Et les unités infanterie peuvent aussi faire des actions à un tour où elles ont avancé. Ça, c'est très bon. Parce que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de qui tient les objectifs. Ça libère votre liste entière pour avancer sur la table et contre-attaquer. Si vous savez que l'adversaire n'a plus rien qui peut arriver depuis les réserves, bah vous pouvez complètement lâcher votre objectif de chez vous, voire certains objectifs du No Man's Land, et pousser contre l'adversaire au corps à corps. Si vous êtes joueur 1, vous pouvez aussi aller impacter très rapidement et créer un différentiel de points en fonçant, en courant sur toute la table, vous arrêtez sur un objectif et ensuite vous vous barrez de l'objectif à votre tour, c'est pas important, vous allez repousser l'ennemi, il a rien qui peut aller chez vous et c'est facile, ça rend l'infanterie aussi très viable pour faire des actions où vous pouvez du coup acheter votre petit D6 pour avancer et quand même vous retrouver à faire une action au centre de table par exemple ou dans la zone de déploiement adverse ou dans une ruine pour sabotage. C'est un vœu qui je pense est très bien. Maintenant là encore, quand vous avez la capacité de juste buter l'adversaire avec le plus 1 pour blesser, est-ce que vous prenez celui-là? Je pense qu'il y a des listes dans lesquelles vous avez envie de jouer en full contrôle, notamment dans le détachement peut-être des doyens, et donc peut-être que ça vous intéresse, mais en même temps dans le détachement doyen, vous avez envie de rester sur les objectifs pour avoir des bonus, donc bon. Je sais pas si celui-là sera très joué, mais je pense qu'il y a des listes d'armées qui peuvent être très cool à faire avec celui-là, pour vraiment gluer l'adversaire, abandonner vos objets, et le coller en permanence. Je pense que ça peut être marrant. Au global, sur le papier, quand on lit cette règle, ça paraît quand même beaucoup moins fort que le serment de l'instant, hein. Vous perdez quand même la relance de toutes les touches sur une cible, ça peut être assez rude, mais au final, comme vous choisissez au début de la bataille, vous pouvez choisir très exactement le vœu qui correspond le mieux en fonction de l'armée que vous affrontez. Si vous avez des trucs très psyker, vous prenez la relance des charges. Si vous avez un adversaire qui tank vraiment bien ou qui a des gros profils, vous prenez le plus 1 pour blesser. Un adversaire qui va venir vous impacter, vous coller, vous empêcher de bouger, vous prenez le replié charge, par exemple quand vous affrontez des World Eaters. Un adversaire qui veut rester caché et contre-attaquer en fin de partie comme du taux, vous prenez le sticky objectif pour rusher les unités et abandonner les objectifs du No Man's Land pour aller vraiment coller l'adversaire. Vous avez un choix pour tous les match-ups. Maintenant, le vœu de plus 1 pour blesser est quand même nettement au-dessus des autres et à mon avis, c'est quasiment tout le temps celui qui sera pris si vous voulez optimiser. Au niveau des fiches d'unité, vous avez Elbrecht qui est votre maître de chapitre, hein, il vaut 120 points. Il va donner plus une attaque et plus 1 en force aux armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité. Si vous le mettez par exemple dans des frères d'épée qui sont force 5 de base, ils passent en force 6, ce qui veut dire qu'ils vont quasiment blesser toute l'infanterie sur 3+, et si vous avez le vœu de plus 1 pour blesser, vous allez commencer à blesser des chevaliers impériaux ou des chevaliers du chaos sur du 4+, puisque en force 6 vous les blessez sur des 5, et donc avec le plus 1 blesse, vous les blessez sur des 4. Là ça peut commencer à envoyer des sacrées patates, et puis plus une attaque, ça fait 4 attaques par figurine de frères d'épée. Elbrecht lui-même, du coup, se donne le bonus, donc il passe en 7 attaques de force 9, PA-3, dégâts 3, ou 13 attaques de force 7, PA-3, dégâts 1. C'est super violent, et en plus de ça, au début de la phase de combat, vous prenez une unité ennemie, et vous jetez un D6, sur 2-3, vous faites un D3 blessure mortelle, sur 4-5, vous faites 3, sur 6, vous faites D3 plus 3, et en plus, vous allez ajouter plus 1 au résultat de ce jet de dés, par tranche de 5 figurines de l'unité qu'il mène, sachant qu'il peut mener des escouades de croisée de 20 figurines, et donc vous allez faire plus 4 au jet, donc vous allez quasiment systématiquement faire D3 plus 3 blessures mortelles à chaque phase de combat. C'est ultra violent. Vous pouvez aussi le mettre avec des intercesseurs d'assaut, hein, qui vont du coup gagner la relance des blessures, enfin qui donnent aussi à leur personnage la relance des blessures sur les objectifs, et du coup des attaques d'épée tronçonneuse, ils en auront 5 chacun, de force 5, PA-1, dégâts 1, avec full relance des blessures, et le plus 1 pour blesser. Je pense qu'il est auto-include à 120 points, je pense que vous le prenez quasiment systématiquement, il est très très fort, il marche avec tous les détachements, il est vraiment bien, à ce prix-là il est vraiment vraiment bien. Ensuite, on a Grimaldus qui lui vaut 110 points. Lui va donner la relance des touches à l'unité qu'il mène. Et en plus de ça, s'il vous reste un des serviteurs cénobites dans l'unité, donc en gros tant qu'il n'est pas tout seul dans l'unité, vous allez pouvoir choisir une des aptitudes de relique du temple, sachant que ces aptitudes, c'est ajouter 1 à l'avance et à la charge. Ça, bon... Pourquoi pas si vous jouez le détachement avec la relance des avances et la relance des charges, mais lui-même n'a pas avance et charge. Soit vous choisissez le plus 1 à l'endurance des figurines de l'unité,
Vous passez sur un palier d'endurance 5 sur des corps de Space Marine, je sais pas si c'est incroyable, la plupart des trucs qui veulent tuer des Space Marines sont plutôt force 6, 7, 8. Soit vous donnez plus 1 à la PA sur les armes de mêlée de toute l'unité, c'est probablement celui-là que vous prenez. Ça vous fait des intercesseurs d'assaut en PA-2, des croisés en PA-2 ou -1 pour les novices, ou des frères d'épée en PA-3. Donc c'est probablement plutôt ça que vous allez prendre, et ça dure jusqu'à votre prochaine phase de commandement, donc c'est plutôt efficace. À 110 points, il est un peu cher. Vous avez d'autres unités qui vont vous donner la relance des touches et vous donneront pas le plus 1 PA. Mais finalement, le palier de plus 1 PA sur des frères d'épée, c'est pas forcément utile parce que la PA-3, vous allez vite taper dans les invulnérables qu'ont souvent les cibles qui veulent aller cogner. Et la PA-2, par contre, sur les épées tronçonneuses, peut commencer à être intéressante. Donc, si vous jouez surtout des escouades de croisés ou des intercesseurs d'assaut, pourquoi pas. Mais si vous comptez jouer surtout des frères d'épée, c'est probablement pas ce personnage que vous prenez. Le champion de l'empereur à 90 points, lui par contre il est surviolent, il est agent solitaire, il bouge de 8 pouces, une fois par phase il peut passer un dégât en 0 dégâts après avoir raté son jet de sauvegarde, et s'il mène une unité il donne plus 2 à la charge, même s'il est tout seul il a aussi plus 2 à sa propre charge contre les unités personnages par contre seulement. Et une fois par bataille, si vous êtes à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités personnages, vous gagnez blessure dévastatrice sur les armes de mêlée de ce perso. Il n'est pas personnage épique, vous pouvez donc lui mettre des améliorations. Donc on a vu qu'il y en avait une qui donnait plus 2 en force et plus 1 dégât, je crois, si je me trompe pas, ce qui du coup le rend super violent en force 10, dégâts 4. Bon, c'est un super perso, il peut mener une unité, mais vous pouvez aussi très bien le jouer en missile solo, à 90 points, avec l'invulna 4, avec le 0 dégâts, il est chiant à sortir, et il cogne super fort, avec, à minima, 6 attaques de force 8, PA-3, dégâts 3, anti-perso 5+, et précision, ou 10 attaques de force 6, PA-2, dégâts 1, donc dans le bon détachement, avec l'amélioration, force 8, PA-2, dégâts 2, sur 10 attaques qui touchent à 2, c'est vraiment, vraiment sale. À 90 points, il est vraiment pas cher. Là, j'avoue, je comprends pas pourquoi Grimaldus est à 110 et lui à 90. Vous inversez les coups en points et c'est tout de suite beaucoup plus logique. On a ensuite le Sénéchal, a priori à 80 points, prix Munitorum Field Manual de lancement. Lui, il va donner les touches critiques sur 5+, à l'unité qu'il mène. Alors lui, il a touche fatale sur son arme, force 5, PA-2, dégâts 2, avec cette attaque, mais les frères d'épée ont touche fatale sur leurs armes, et toutes les épées tronçonneuses que vous avez dans vos unités Black Templar ont aussi touche soutenue. Donc ça veut dire que vous faites touche soutenue sur des 5, ou vous faites touche fatale sur des 5, et on va voir que vous pouvez cumuler ça avec une relance complète des touches d'un Castellan, puisque le Castellan peut rejoindre une unité qui aura déjà été rejointe par un Sénéchal. Donc vous vous retrouvez avec des trucs qui peuvent vraiment être super violents avec ce bonus-là, et en plus de ça, il ajoute plus une attaque à son arme pour chacune des unités ennemies qui sont à 6 pouces de lui quand il est choisi pour combattre. Donc vous avez à minima toujours plus une attaque, puisqu'il aura toujours une unité ennemie à 6 pouces, donc il aura toujours 8 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, touche fatale sur des 5+. Ça ne marche que pour lui, pas pour toute son unité par contre. Il est très bien, à 80 points, il est vraiment très très bien, et je pense que si vous voulez jouer des listes un peu de spam d'infanterie, que ça soit sur des petits packs ou des gros packs, là il y a quand même des trucs très intéressants à faire. Vous prenez des frères d'épée, qui ont du coup touche fatale sur leurs armes de mêlée, vous mettez ce perso pour les critiques sur les 5, vous mettez un Castellan pour la relance totale des touches, et vous avez une unité qui est en touche fatale full relance sur les 5, donc vous allez pêcher et qui touche à 2, donc vous allez pêcher systématiquement ça. Vous avez le plus 1 pour blesser sur vos armes de force 5, il y a plein de détachements où vous pouvez donner des bonus type plus 1 PA, des choses comme ça, sur toute l'unité du porteur. Vous allez vraiment empiler des buffs de manière ultra crado dans cette armée, et ça va cogner vraiment très fort. Je pense que le Sénéchal, vous en mettez quasiment partout au maximum, tant que vous pouvez en mettre. Ils sont vraiment vraiment bien. Ensuite, vous avez le Castellan à seulement 60 points. Lui, il donne la relance des touches de 1, mais si vous réussissez un test de commandement, il donne la relance des touches au complet sur toute l'unité au corps à corps. Et en plus, quand vous détruisez une unité ennemie au corps à corps, sur 4+, vous gagnez un point de commandement supplémentaire. Il tape soit avec une épée tronçonneuse, 7 attaques, force 4, PA-1, dégâts 1, soit avec une arme énergétique de maître, 6 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2, et vous pouvez le mettre dans une unité qui a déjà un capitaine
ou un maître de chapitre, donc potentiellement un sénéchal ou Elbrecht. Donc vous pouvez vraiment, là encore, empiler des buffs de manière super sale. Alors certes, ça fait des unités qui coûtent cher, hein, vous avez 80 points de sénéchal, plus 60 points de castellan, plus les frères d'épée, ça commence à chiffrer, mais vous avez des unités qui se suffisent à elles-mêmes et qui défoncent à peu près tout avec le bon vœu et le bon stratagème, l'empilement est très très fort. Vous avez ensuite le chapelain Exécrator, ça c'est la nouvelle figurine qui est sortie en même temps que ce codex, qui lui va donner l'avance et la charge, enfin la capacité de charger quand vous avez avancé. Donc ça évidemment dans le détachement qui vous permet de relancer les avances et de relancer les charges, c'est super bien, puisque vous avez 3 packs qui vont avancer en reroll, charge en reroll. Si vous jouez pas en Gladius où vous avez déjà un tour avec l'avance et charge, vous êtes quand même super tranquille avec ça. Vous forcez aussi un test d'ébranlement sur les unités ennemies à 6 pouces de ce chapelain quand vous avez détruit une unité ennemie au corps à corps avec les attaques de l'unité du porteur, donc, enfin l'unité du chapelain, donc c'est pas forcément lui qui a besoin de détruire. Bon, c'est situationnel, mais ça peut de temps en temps servir, et après il cogne avec 5 attaques de force 6, PA-1, dégâts 2, avec en plus 3 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2 qui ont touche fatale, donc il cogne quand même plutôt bien. Il peut seulement rejoindre des Crusaders ou des frères d'épée, et vous pouvez pas l'empiler avec un autre personnage, donc soit vous donnez l'avance et charge, soit vous avez un empilement de buff. Moi, personnellement, je privilégierais toujours de coller plutôt un Castellan pour la relance des touches plutôt que l'avance et charge. Maintenant, il y a des modes de jeu où ça vaut le coup d'avoir l'avance et charge, et pour 70 points, c'est pas très cher. Ensuite, on a le doyen de croisade qui lui va coûter 65 points. Il va donner le combat en mourant à 4+, sur son unité. Et la première fois que l'unité du doyen détruit une ou plusieurs unités ennemies, il va gagner +5 d'OC jusqu'à la fin de la bataille tant qu'il n'est pas ébranlé. Donc passer au C6. Bon, il peut quand même rejoindre une unité de frères d'épée ou de croisés si vous avez déjà un chapelain dedans, ou un lieutenant, ou un maître de chapitre, ou un capitaine. Donc c'est toujours un personnage bonus que vous pouvez mettre. Maintenant, pour 65 points, vous avez que 5 attaques, force 5, PA-2, dégâts 2 avec touche fatale, et vous avez juste des bonus entre guillemets égoïstes. La frappe en mourant sur 4+, est pas mal, mais vous avez tellement d'autres personnages plus intéressants, donc à la limite, si vous jouez des chapelains exécrateurs, rajoutez le doyen pour avoir en plus 5 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2 avec touche fatale, pourquoi pas. Si vous jouez dans le détachement avec les doyens, il est évidemment indispensable, mais sinon je sais pas si c'est ce personnage que vous allez chercher pour 65 points. Alors maintenant on a les frères d'épée, alors vous pouvez les prendre par 4, 5, 9 ou 10. Par 4, ils sont à 105 points, par 5 à 130, par 9, ils sont à 235, et par 10, ils sont à 260. Donc vous avez des épées tronçonneuses qui sont touche soutenues 1, 6 attaques chacun, force 4, PA-1 dégâts 1 en touche à 2+, ou vous pouvez remplacer ces épées par des armes énergétiques de maître avec touche fatale, mais là vous passez seulement à 3 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, toujours en touche à 2. Vous pouvez prendre un marteau tonnerre par tranche de 5 figurines, et du coup si vous prenez que 4 figurines, vous n'avez pas accès à ces armes spéciales. Là ça touche à 3, 3 attaques, force 8, PA-2, dégâts 2 avec blessure dévastatrice, et par tranche de 5 figurines, vous pouvez prendre une paire de griffes lightning, 5 attaques, force 5, PA-2, dégâts 1, qui touche à 2, mais jumelé. Je pense que les armes supplémentaires sont optionnelles, même sur les packs de 10, vous les prenez si vous avez envie, mais vous n'avez pas forcément besoin absolument de les prendre. L'aptitude de l'unité, c'est qu'à chaque fois qu'une unité ennemie bat en retraite, vous pouvez vous faire un mouvement normal si vous n'êtes pas au corps à corps avec autre chose. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça vous permet potentiellement de vous replier derrière un mur, ça vous permet d'aller vous mettre sur un objectif sur lequel vous n'étiez pas, donc c'est intéressant pour protéger un peu cette unité si l'ennemi décidait de se barrer pour vous tirer dessus. Toujours utile. Le volume d'attaque de cette unité est juste infect. Vous avez une escouade potentiellement de, on va dire même si vous les prenez que par 5, avec le sénéchal et le castellan. Vous êtes à 270 points pour 30 attaques d'épée tronçonneuse avec touche soutenue, qui touche à 5, avec une relance D1, mais comme vous touchez à 2, c'est comme une relance totale, qui sont en force 4, mais plus 1 pour blesser avec le bon vœu, PA-1, mais qui peut facilement passer à PA-2 dans plein de détachements avec des améliorations ou un stratagème, dégâts. Vous lavez n'importe quelle unité d'infanterie sans vous poser de questions. Ou alors, vous vous mettez les épées de maître avec touche fatale, dans ce cas-là, vous allez faire 15 attaques avec touche fatale, qui touche à 2 en full relance, force 5 avec le plus 1 pour blesser sur des endurances 5 ou plus, PA-2, dégâts 2, plus les attaques du sénéchal et du castellan, ça envoie vraiment la purée. Vous pouvez jouer ça dans plein d'autres détachements, hein. Vous jouez ça par exemple en Gladius,
même avec le vœu de plus 1 pour blesser, vous pouvez quand même vous donner lance et plus 1 PA assez facilement. Vous avez l'avancée charge une fois par bataille, ou juste pour un PC en choisissant cette doctrine. Enfin, il y a vraiment des trucs ultra violents à faire avec ce type de pack. Dans le détachement Godhammer, vous les embarquez dans un transport, ils ont le plus 1 pour toucher quand ils débarquent, donc si l'adversaire vous a mis un malus, vous l'ignorez totalement. Vous avez la possibilité de débarquer à 6 pouces d'un Land Raider, vous avez la possibilité de relancer les blessures après avoir débarqué. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont super violents avec cette unité. Elle est très très bien. Je pense que vous la jouez surtout par 5 avec des persos plutôt que par 10, où elle est plus difficile à manier, plus difficile à cacher, et ça reste des Space Marines qui n'ont, entre guillemets, que 3 PV, mais sur un corps, endurance 4, sauvegarde à 3, donc ça peut voler très très vite. Je pense que vous en jouez des packs dans toutes les listes parce qu'ils sont toujours vraiment bien. J'ai vu pas mal de gens qui râlaient sur le fait qu'ils étaient moins bons qu'avant. Honnêtement, pour le coup en points, enfin 130 points les 5 pour ce qu'ils sont capables d'envoyer comme patate avec les bonus de l'armée, je vois pas où est-ce qu'on peut se plaindre sur cette unité. Elle est vraiment très bien. Vous avez ensuite les vétérans Sternguard à 85 points les 5, 170 points les 10. Leur règle c'est de relancer les blessures de 1 sur la cible la plus proche. Bon, c'est toujours une unité où vous prenez des armes de tir, vous avez des détachements qui ne boostent pas le tir. Pour les mêmes points, vous pouvez prendre des unités qui tapent au corps à corps, ce qui est ce que vous voulez faire et ce que votre règle d'armée et vos détachements boostent. Donc je vois pas trop dans quel cadre vous jouez ça. La relance des blessures de 1, même si vous mettez un personnage et que vous essayez d'utiliser 5 Sternguard à 85 points pour donner une relance des blessures de 1 à un perso qui tape fort, je vois pas trop l'intérêt. Bon, je suis pas persuadé que ça vaille vraiment le coup de jouer cette unité dans ce codex. Honnêtement, bon, je les trouve pas très intéressants ici. Maintenant, on a la bonne vieille escouade Crusader, donc à 150 points les 10 ou 310 points les 20. Leur règle, c'est un mouvement de surge, donc quand vous leur tirez dessus, une fois par phase, ils font un mouvement de D6 plus 2 pouces qui leur permet d'arriver au corps à corps avec l'ennemi. Ce mouvement doit même être fait pour finir au plus proche de l'unité ennemie la plus proche. Si vous êtes ébranlé, vous pouvez pas faire ce mouvement. Si vous êtes à portée d'engagement d'une unité ennemie, évidemment, vous pouvez pas vous barrer du corps à corps. Ils sont au C2, et vous avez du coup 5 ou 11 initiés, 4 ou 8 novices, sachant que la seule différence, c'est que les novices ont une sauvegarde A4 au lieu d'une sauvegarde A3. Et puis les novices n'ont que des armes de corps à corps de base qui n'ont pas de PA et une attaque de moins que les épées tronçonneuses que les initiés ont, qui sont en 4 attaques, force 4, PA-1, dégâts 1. Et vous avez un frère d'épée qui lui a une arme énergétique de maître avec touche fatale. Vos épées énergétiques ont touche soutenue 1, et après vous avez des pistolets bolters lourds sur les... des pistolets bolters sur les initiés, un pistolet bolter lourd sur le frère d'épée, et des pistolets bolters de base sur les novices, et vous pouvez prendre quelques petites options d'armes avec des petits lance-flammes de points qui sont bon, corrects, sans grand intérêt. C'est une bonne unité, elle est vraiment pas mal, AOC2 par pack de 20, certes c'est 310 points, si vous leur rajoutez le Castellan et le Sénéchal, vous arrivez quand même à un coût d'unité vraiment élevé, donc je pense qu'ils seront pas oppressants en pack de 20. Maintenant, dans le détachement avec les doyens, avec le -1 pour être blessé du doyen, potentiellement un qui a une amélioration avec l'invulna 5, où vous mettez 40 dossés sur des objectifs à -1 pour être blessé, strata pour -1 pour être touché, et l'invulna 5 sur un des packs, bon, ça peut commencer à être un peu puant, mais ils sont suffisamment chers pour que ça soit pas un enfer à affronter. Moi, j'aurais tendance à les jouer par 10 plutôt, pour occuper la table avec plein d'OC, engager l'ennemi en première vague. Vous avez quand même des épées tronçonneuses touche soutenues, ça prend bien les buffs des personnages. Vous pouvez aussi les jouer sans perso. Je trouve qu'ils sont bien. Je trouve qu'ils sont bien. Et ce mouvement de surge, là, ce zèle, ce mouvement de zèle, vous permet quand même d'aller empêcher l'ennemi de mettre des doigts de pied sur l'objet pour essayer de vous le reprendre ou pour s'approcher de vous. Vous le chopez dès qu'il vous tire dessus, vous gagnez de la distance de charge, etc. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est une unité qui vaut toujours le coup d'être jouée. Et quand vous avez un pack de 20 qui est bien buffé par les persos, certes c'est très cher, mais ça peut commencer à envoyer des sacrées patates aussi. Vous avez aussi des Terminators Black Templar, donc eux ils ont la balise de téléportation qui est une règle qui vous sert quasiment jamais, hein, ça vous permet de faire une arrivée précipitée pour 0 PC à 3 pouces de la... Enfin entièrement à 3 pouces, non juste à 3 pouces de la balise, mais quand même toujours à 9 pouces de l'ennemi, donc en fait il y a rarement un endroit sur la table où vous le mettez où c'est vraiment intéressant. Maintenant, si vous avez gardé des escouades de Terminator sur la table en fin de partie, potentiellement, bon, au 3e tour, peut-être que ça peut servir, mais en général, ça sert à rien.
Le jugement des faibles, c'est leur autre règle, ça vous permet de forcer à des tests de fuite désespérée quand une unité ennemie bat en retraite d'un corps à corps avec vos Terminators, sauf monstres et véhicules. Ce test se fait à -1 si l'ennemi est déjà ébranlé. Bon, pourquoi pas. 160 points les 5, 330 points les 10, c'est une unité qui est trop facile à tuer. Aujourd'hui, tout peut tuer des Terminators. L'endurance 5 est trop faible. Le 3 PV sauvegardé par une invue à 4, c'est pas assez. Ça meurt très très vite. Ils ont pas assez d'armes spéciales. Ça tape pas assez fort, les gantelets énergétiques aujourd'hui. Même si, avec le vœu de +1 pour blesser, potentiellement vous avez des gantelets qui vont blesser des chevaliers du chaos, chevaliers impériaux, sur des 4+. Bon, vous avez mieux, en fait, dans votre codex, pour le coup, en points. À 330 points, je préfère prendre une escouade de 20 croisés que de prendre une escouade de 10 Terminators. Il n'y a pas photo. Je pense qu'ils sont pas très intéressants. On a ensuite l'impulsor. Alors ça, c'est votre transport assigné. Il vous donne la capacité de débarquer du transport après que le transport est avancé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, vous pouvez pas charger après ce débarquement, évidemment. C'est quand même très utile pour vous positionner pour le tour suivant, pour prendre des objectifs rapidement. Il transporte 7 personnages en armure Tacticus ou Phobos, donc vous pouvez mettre votre pack de 5 frères d'épée plus 2 persos, ou des packs de Blade Guard potentiellement, ou des packs d'intercesseurs d'assaut avec 2 persos pour donner la relance des blessures aux personnages eux-mêmes. C'est très bien, il est relativement solide avec 11 PV en endu 9 et une invulnérable à 5 avec le dôme bouclier. Je trouve qu'il est bien, il a quand même en plus quelques tirs, puisque c'est un véhicule Black Templar, donc vous avez un multifuseur de série gratos, et vous avez potentiellement la bordée de missiles Bellicatus, qui vous fait des petits tirs anti-infanterie, des petits tirs anti-élite, ou des petits tirs ou un petit tir anti-véhicule. Bon, il y a quelques trucs intéressants à aller chercher quand même, je trouve que c'est pas mal, c'est un bon véhicule, et en plus transport assigné, donc dans certains détachements, avec la bonne amélioration, vous avez votre mouvement d'éclaireur 6 ou 9 qui peuvent valoir le coup, donc moi je le trouve très très bien celui-là, et puis une fois que vous avez débarqué, vous avez quand même un corps endurance 9, 11 PV avec une invulna 5, qui est OC2, qui peut faire des secondaires, qui peut tenir des objectifs, qui peut bloquer l'adversaire, voilà, il remplace très bien un Rhino, malgré la capacité de transport un petit peu plus faible. On a ensuite le Gladiator Lancer. Alors lui, il a toujours sa relance d'un jet pour toucher, un jet pour blesser et un jet de dégâts quand vous résolvez ses attaques à chaque fois qu'il attaque. Il est toujours très bon à 160 points. Il a toujours son destructeur laser de force 14 qui peut faire très mal avec 2 tirs. Il a en plus le multifuseur gratos que les Black Templars ont. Alors pourquoi est-ce qu'il a 160 points au même prix que les autres alors qu'il a le multifuseur? C'est probablement parce que vous n'avez pas de buff de tir dans cette armée et que du coup, si vous donniez un multifuseur à un truc qui a le serment de l'instant, oui, ça mériterait d'être plus cher. Maintenant, si vous donnez un multifuseur à un truc qui n'a pas le serment de l'instant, vous n'avez peut-être pas besoin d'augmenter les points. C'est un très bon véhicule. La méta est pleine de gros tanks, pleine de petits tanks, pleine de chevaliers. On a besoin de ce genre de profil qui va blesser sur 3+, quasiment tout, avec des relances pour le stabiliser. Il est très stable, il peut faire mal. Moi, j'aime beaucoup ce véhicule, et si en Black Templar, vous avez envie de vous prendre un petit peu de tir pour pas que vous baser sur le corps à corps avec votre +1 pour blesser, en espérant que vos blesses à 5 fonctionnent, vous pouvez prendre un petit Lancer, il est vraiment pas mal. Le Gladiator Reaper, lui, il passe touche soutenue 2 sur son canon Gatling quand vous ciblez une unité d'infanterie. Donc c'est 12 tirs, force 6, PA 0, dégâts 1 jumelés avec touche soutenue 2 et blessure dévastatrice. Et puis ensuite, il a toujours son petit multifuseur et quelques petits machins à droite à gauche. À mon sens, à 160 points, il n'est pas nécessaire ici. Quand vous voulez tuer de l'infanterie en Black Templar, vous avez des frères d'épée, vous avez des croisés, vous avez des persos qui sont capables de tuer des packs d'infanterie à eux tout seuls. Vous n'avez pas besoin d'un Gladiator Reaper pour aller jouer là-dedans. Maintenant, si vous avez envie de cumuler des véhicules qui nettoient les cordons de petite infanterie pour laisser vos unités chargées dans quelque chose de plus intéressant, vous avez ça. Perso, je sais pas si j'en jouerais si jamais je jouais Black Templar. Le Gladiator Valiant à 160 points, lui vous allez lui mettre la serre laser jumelée qui force 10, PA-3, dégâts des 6+1 avec 2 tirs, et jumelée. Vous allez lui mettre la nacelle Icarus, et puis il va avoir quand même 2 multifuseurs, voire 3 multifuseurs d'ailleurs, si vous lui rajoutez celui des Black Templars. Donc lui il peut faire assez mal. Maintenant à mon sens il est quand même moins intéressant que le Lancer, parce que le multifuseur il est bien, mais vous n'avez pas de stabilisation de la blessure, vous avez que un +1 pour toucher avec sa serre laser jumelée. Donc je pense que le Lancer de toute façon fait plutôt mieux le boulot. Alors si vous arrivez à vous approcher à moins de 9 pouces de l'ennemi pour lui balancer 6 tirs de force 9, encore faut-il le blesser, mais ensuite vous ferez dégâts D6 plus 2 sur chacun des tirs qui passent. Bon, pourquoi pas, mais je suis pas persuadé qu'il vaille le coup non plus, même en Black Templar.
Ensuite, vous avez le répulsor qui lui va vous permettre de transporter 14 figurines. Donc ça sera des frères d'épée avec 2 persos par 10 ou par 9. Ça sera des croisés par 10 avec 2 persos. Ça peut être aussi un transport pour vos Terminators. Il peut en plus faire débarquer l'unité qui est embarquée quand on lui tire dessus, et vous débarquez à 6 pouces et potentiellement aussi à portée d'engagement. Donc ça peut être une bonne menace, hein. Vous collez le répulsor sur un objectif ou à une unité ennemie, et si l'adversaire essaie de vous le dégommer au tir, vous débarquez votre cargaison relativement violente à 6 pouces en portée d'engagement. Il a un gros volume de tir avec le canon laser jumelé, une serre laser, le multifuseur, ou vous le laissez en full infanterie avec le canon Gatling, avec la bordée de défense, avec le missile, avec le bolter long jumelé, tout ce que vous voulez. Bon, vous choisissez un peu sa cible. Il peut être intéressant pour laver les cordons et être sûr que quand vous débarquez, vous allez engager un truc que vous voulez vraiment aller choper. Il est quand même au C5, ce qui est loin d'être ridicule. Donc pour 180 points, lui, il est pas mal. Il est pas mal du tout, surtout dans le détachement véhicule des Black Templars, où vous allez pouvoir potentiellement traverser les murs avec. C'est vraiment pas mal. Vous avez ensuite une belle pépite qui est le répulsor exécutionneur à 220 points. Il transporte 7 figurines, donc vous pouvez toujours faire vos petits combos avec des petits packs avec les 2 persos dedans. En plus, quand il cible une unité ennemie qui est à 12 pouces d'une ou plusieurs de vos unités, vous relancez tout le jet de touche, et vous choisissez soit avec le Macron incinérateur à plasma qui est très bon pour aller buter de l'élite, soit vous lui mettez le canon Gatling Onslow, soit vous lui mettez le destructeur laser pour aller buter du véhicule. C'est une unité qui va vous faire jeter 80 000 dés de 80 000 profils d'armes différents. Il est très chiant pour votre adversaire, surtout si vous avez la relance des touches. C'est un enfer. Il y a beaucoup trop de dés et de profils différents qu'il faut absolument qu'il consolide dans la prochaine version, parce que c'est horrible pour votre adversaire et pour vous, pour votre temps de jeu. Par contre, ça envoie vraiment la purée. C'est fort. Vous allez dans le détachement véhicule, il est très 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 bon. C'est très tentant d'en jouer au moins un dans chaque liste de répulseur exécutionneur. Vraiment, en Black Templar, il fait super bien le café. Ça vous apporte l'anti-tank dont vous avez besoin. Ça transporte vos vos packs qui sont chers avec 5 frères d'épée plus 2 persos, ou 5 intercesseurs d'assaut plus 2 persos. Il est vraiment bien avec le multifuseur, plus tout le potentiel de dégâts qu'il a déjà de base. Je serais très étonné qu'en compétitif, on n'ait pas des listes qui en sortent 2 ou 3. Je le trouve vraiment, vraiment bien. Vous avez aussi le Land Raider Crusader qui coûte le même nombre de points et que vous allez jamais jouer. Il a la rampe d'assaut, vous pouvez débarquer et charger si vous avez fait un mouvement normal avec le transport. Il donne la relance des 1 pour toucher et pour blesser sur la cible que lui-même a visée, et il est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait. Alors certes, il transporte plus de figurines qu'un répulseur exécutionneur, mais honnêtement, si vous voulez un Land Raider, vous prenez un Redeemer ou vous prenez un Land Raider classique qui seront un petit peu plus chers mais qui au moins feront des dégâts, parce que lui, il fait rien du tout, hein. Le canon d'assaut jumelé et les Bolter Storm, ça fait rien, enfin le Bolter Hurricane aussi, ça fait absolument que dalle. Pour tuer de l'infanterie, vous n'avez pas besoin de ça, c'est trop cher. Je pense que vous le sortez, enfin en tout cas en compétitif, vous ne le sortez jamais. À mon sens, il vaut pas le coup du tout. On passe maintenant au détachement. On va commencer par la Vindication Task Force. La règle est assez simple, c'est votre détachement doyen, donc ancien. Les unités doyens ont -1 pour être blessés si la force de l'attaque est supérieure à leur endurance et que vous êtes sur un objectif. Alors ça fait beaucoup de conditions sur seulement des trucs qui ont un doyen dedans. Vous avez aussi comme bonus le fait d'avoir le mouvement de zèle des escouades croisées. Les escouades croisées, quand on leur tire dessus, elles peuvent faire un mouvement de D6+2 qui leur permet d'aller au corps à corps. Et bien là, ce mouvement vous permet aussi, pas forcément d'aller au corps à corps ou plus près d'une unité ennemie, mais juste sur un objectif. Donc ça vous permet de renforcer votre règle pour être encore plus résistant. Ça donne quand même pas mal de latitude pour aller vraiment attraper les objectifs avec des grosses escouades de 20 croisés menées par des doyens. Vous avez des trucs qui vont être très très costauds, hein. Vous avez aussi des améliorations qui donnent une invulnérable à 5 dans ce détachement. De mémoire, vous avez un stratagème avec -1 pour être touché aussi. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, et puis vous n'avez pas que le nouveau doyen de croisade qui est une nouvelle figurine, vous avez aussi le doyen générique qui vous donne un insensible à 4+, quand vous êtes proche du centre de la table, vous avez un doyen Terminator qui vous donne +1 pour toucher et sur les unités en dessous de leur force de départ, et +1 pour blesser sur les unités en dessous de leur demi-force. Vous avez le doyen Blade Guard pour +1 attaque une fois par bataille, ce qui est un peu léger, et vous avez le doyen de croisade qui va gagner +5 de contrôle d'objectif et qui donne un combat en mourant, et puis tous les autres doyens vous donnent aussi un bonus à votre contrôle d'objectif. Donc voilà, vous pouvez vous faire des listes ultra contrôle avec des gros packs de 20 croisés. Maintenant, ces packs de 20 croisés sont chers, quand vous rajoutez le prix du personnage, c'est cher, mais avec le -1 pour être blessé et certains bonus, certains buffs, vous pouvez avoir une liste qui est vraiment
très compliqué à sortir, avec pas mal de réactivité aussi. Les stratagèmes maintenant. Le premier, c'est refus de céder. Pour un point de commandement, quand un doyen a été détruit à n'importe quelle phase, vous pouvez le ramener au plus proche de là où il était, mais pas en portée d'engagement, avec tous ses points de vie à la fin de la phase. Donc si on vous le tue au tir, vous le ramenez une fois que l'adversaire a fini tous ses tirs, et donc forcément, il peut pas continuer à le tirer dessus, et si c'est au corps à corps, il revient à la fin de la phase, et donc potentiellement, comme il peut garder ses bonus, s'il avait le plus 5 d'OC sur un doyen de croisade, et il revient avec du coup OC 6. Ça veut dire qu'un adversaire qui vous tue votre unité au tir, ou même qui vous a chargé avec un truc de 5 figurines, qui vous élimine votre pack de croisés et qui vous tue votre doyen, à la fin de la phase, vous remettez le doyen, il est OC6, c'est une figurine toute seule, et du coup, s'il a gagné son bonus d'OC, et donc vous reprenez l'objectif à l'adversaire. C'est très bien, ça peut toujours servir, ça peut vraiment faire vraiment chier l'adversaire, pour le dire crûment, parce que voilà, vous avez un objectif que vous allez relativement bien contrôler, et en plus, votre adversaire a dû quand même mettre un sacré volume de tir pour buter une unité qui a un -1 pour être blessé, en tout cas s'il est sur un objectif. Vous avez ensuite la souillure de l'impur, ça c'est à votre phase de tir ou à la phase de combat. Pour un point de commandement, vous allez gagner Ignore le couvert, donc ça marche évidemment que au tir, mais aussi au tir au corps à corps, vous ignorez tous les modificateurs à l'ACC, l'ACT et le jet de touche. Donc si vous le faites au corps à corps, évidemment ça ne sert qu'à ignorer les modificateurs, ils sont assez rares au corps à corps, les -1 CC, les -1 pour toucher, mais il y en a. Et puis au tir, vous n'avez pas une armée vraiment de shoot, mais potentiellement si vous amenez un répulsor exécutionneur, si vous amenez un gladiator lancer, des choses comme ça, pouvoir ignorer le couvert sur votre cible, c'est plutôt pas mal, et pouvoir ignorer l'usage de fumée par exemple, ce genre de choses, c'est pas ridicule non plus. Donc c'est un stratagème qui est utile, peut-être un peu moins au corps à corps, mais quand vous tombez sur un truc qui vous met un -1 pour toucher, c'est toujours bon de pouvoir annuler ça. Vous avez ensuite les litanies de purification. Pour un point de commandement, vous avez +1 à la PA sur toutes les attaques de votre unité, si elle est à portée d'un pion d'objectif, ou si l'unité que vous tapez est à portée d'un pion d'objectif. Ça peut être très très fort. Vous avez des frères d'épée qui sont déjà PA -2, donc là vous les passez en PA -3. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir le vœu +1 pour blesser, et que vous pouvez les accompagner d'un Castellan qui relance les touches, donc vous avez une unité qui commence à cogner. Si vous avez pris Grimaldus, il a une de ses capacités qui permet de donner +1 à la PA, et donc vous vous retrouvez avec ce stratagème à PA +2, donc des épées tronçonneuses PA -3, ou des frères d'épée avec leurs armes énergétiques PA -4. Il y a des choses qui peuvent vraiment être très très violentes là-dessus, et qui se cumulent très bien avec les autres buffs que vous pouvez déjà donner sur les unités, c'est vraiment fort. Vous avez ensuite regagné notre honneur pour un point de commandement à la phase de tir ou à la phase de corps à corps. Une unité ennemie qui vient de détruire une figurine de doyen, donc soit avec précision, soit en éliminant toute l'unité dans laquelle le doyen était, vous lui mettez un +1 pour toucher pour toute votre armée jusqu'à la fin de la bataille. Donc en gros, la cible qui vient de vous démolir votre doyen, vous allez la toucher à +1 avec toute votre armée. Évidemment, vous pouvez pas cumuler ça avec le fait de ramener votre doyen. Si on vous détruit votre doyen, soit vous le ramenez avec le stratagème à un PC, soit vous vous donnez le +1 pour toucher sur le reste de votre armée. Là, il y a peut-être un gameplay qui peut être intéressant avec des petites unités sacrifiables que vous mettez sur les objectifs, sur lesquels l'adversaire va devoir surinvestir pour les tuer avec le -1 pour blesser que vous avez. Et en plus, du coup, vous vous donnez le +1 pour toucher sur cette unité un peu critique de l'adversaire que vous voulez vraiment dégommer. Vous cumulez ça avec le vœu de +1 blesse, vous vous retrouvez avec une unité ennemie que vous touchez à +1, que vous blessez à +1 si vous êtes dans les bonnes conditions de force versus endurance, et vous cumulez ça avec des instances de relance de touche ou de relance des blessures que vous avez, soit en prenant des intercesseurs d'assaut, soit en mettant le bon perso. Ça peut quand même, là encore, vous donner des sacrés buffs sur un paquet d'unités. Ensuite, on a récitation du révéré. Pour un point de commandement, une unité doyen a -1 pour être touchée à la phase de tir, contre les tirs de toute l'armée ennemie, puisque c'est jusqu'à la fin de la phase. Cumulé au -1 pour être blessé, vous pouvez avoir un pack de 20 croisés à -1 pour être touché, -1 pour être blessé sur un objectif, et vous pouvez en plus donner une invulnérable à 5 à toute une unité avec une amélioration sur un doyen. Ça donne un pack vraiment insoutenable à sortir, avec 20 figurines. Et ça vous permet de jouer en mode un peu agressif, en allant poser votre doyen sur l'objectif, vous rendez cette unité très compliquée à sortir pour toute la phase, l'adversaire surinvestit, et à la fin, si le doyen meurt, soit vous le ramenez si ça vous arrange, soit vous vous donnez le bonus de +1 pour toucher pour toute votre armée sur l'unité qui vient de vous sortir. Ça donne des gameplays soit de swarm, soit de pièges pour l'adversaire qui peuvent être intéressants. Et enfin, pour 2 PC, on a l'intervention fervente. À la fin de la phase de charge adverse, vous pouvez vous-même charger une unité ennemie qui est à 6 pouces, mais vous ne gagnez pas votre bonus de charge, évidemment, mais vous en foutez parce que vous êtes dans le tour adverse, donc vous tapez avant lui.
C'est une seconde intervention héroïque qui est plus libre que l'intervention héroïque puisque vous n'avez pas besoin de cibler une unité ennemie qui a chargé. Donc ça veut dire que si l'adversaire se met sur un objectif pour vous le reprendre mais comptez pas vous charger, et bien vous pouvez l'empêcher de faire ça et le charger quand même, et du coup vous taperez en premier, sauf si évidemment l'unité qu'il a mis sur l'objectif a la règle combat en premier. C'est cher, mais à 2 PC, mais ça dissuade quand même complètement les petits mouvements qu'on voit souvent qui vous permettent de sacrifier une unité en disant bah, je sais qu'elle meurt au prochain tour, mais au moins je t'empêche de marquer à ton tour. Bah là, vous empêchez pas de marquer parce que bah, le joueur Black Templar, il va vous charger la petite unité pourrie que vous avez mis, qui a mis 6 ou 7 dossés sur un objectif, vous le chargez et vous le dégommez, et du coup, vous gardez votre objectif et il a juste perdu une ressource pour rien. Donc, du coup, il ne fait pas ce mouvement et vous sécurisez votre scoring. Donc, c'est intéressant. Par contre, il faut avoir les 2 PC en stock pour que l'adversaire soit dissuadé de faire ce genre de mouvement. Au niveau des améliorations, on a l'aura consécratrice. Alors vous me pardonnerez les traductions parfois hasardeuses des stratagèmes et tout, je les ai faites avant d'avoir les captures d'écran de la version française du codex, donc évidemment mes traductions ne sont peut-être pas exactement les mêmes que celles du codex. L'aura consécratrice, bah en gros vous mettez ça sur n'importe quelle figurine Adeptus Astartes, et les figurines de l'unité du porteur ont une invulnérable à 5+, donc vous pouvez avoir un pack de croisés, de 20 croisés, qui a du coup un petit doyen. Quand vous les mettez sur un objectif, dans ce détachement, ils ont -1 pour être blessés si la force est supérieure à l'endurance, ils ont une invuln à 5, et pour un CP, vous avez aussi -1 pour être touché, donc vous avez un pack horrible. L'invulnérable à 5+, est pas toujours incroyablement utile dans la méta actuelle, puisque vous avez une sauvegarde à 3 sur vos figurines. Il vous faut, du coup, pour faire en sorte que cette sauvegarde soit intéressante, il faut qu'on vous tire dessus avec des armes qui sont PA -3 et que vous ayez pas le couvert, ou alors il faut qu'on vous tire dessus avec des armes PA -4 quand vous êtes à couvert. Si vous avez un pack de 20 croisés, vous aurez quasiment toujours le couvert, donc l'invulnérable à 5 sera peut-être pas crucial, mais il y a des fois ça sera intéressant de l'avoir, et pour 25 points, je pense que ça vaut le coup de vous faire vraiment un pack que vous mettez en centre de table, qui sera juste pas sortable. Ça peut être assez intéressant. Vous avez ensuite l'impérialiste de la croisade éternelle pour 15 points, ça va seulement sur un doyen. À chaque fois qu'une unité ennemie essaie de vous charger l'unité du porteur, il a -2 à sa charge, ce qui ne se cumule pas avec autre chose. Ça peut être très intéressant aussi, parce que l'adversaire va essayer de s'approcher au maximum de vous, en sachant qu'il a -2, donc il va se mettre à 6 pouces, à 5 pouces, et puis s'il rate sa charge quand même, bah vous pour 2 PC, vous pouvez quand même le charger, mais du coup c'est vous qui le taperez d'abord, puisque vous êtes dans son tour. Donc ça peut donner un piège qui est intéressant, et puis bah, sur une unité qui est déjà résistante, qui est dure à sortir, que l'adversaire se dit bon je vais aller le choper au corps à corps pour moi mettre de l'OC sur l'objectif, et bah potentiellement il rate ses charges et il n'y arrive pas. Donc pour 15 points c'est pas mal. Vous avez ensuite l'orbe de l'égide de l'empereur à 10 points. Les figurines de l'unité du porteur vont gagner l'aptitude frappe en profondeur. Ça c'est énorme pour 10 points, ça va sur n'importe quel personnage. Vous pouvez faire des arrivées précipitées avec des unités de corps à corps, vous les faites arriver derrière un mur hors de portée, et puis à votre tour ça bouge, ça charge. Ou juste vous placer pour tirer bien fort si vous voulez emmener des unités qui shootent, donc vous en avez pas trop dans votre codex, mais vous en avez dans le codex Space Marine, donc vous pouvez faire, je sais pas, des arrivées précipitées avec des éradicators, vous pouvez faire des arrivées précipitées avec potentiellement un personnage qui mènerait des centurions, s'il en reste, qui peuvent encore mener des centurions avec des canons laser. Voilà, il y a quelques trucs qui peuvent être vraiment violents avec ce genre de trucs, qui peuvent être assez rigolos pour 10 points, donc ça se négocie, que vous vouliez aller au corps à corps ou au tir, c'est cool. Vous avez ensuite le gardien de l'honneur à 20 points, ça va sur un doyen de croisade seulement, ça c'est la nouvelle figurine, et son aptitude de combat en mourant va passer à 3+, au lieu de 4+, pour son unité. Donc le doyen de croisade, il donne un combat en mourant sur 4+, à l'unité, et donc là vous passerez en combat en mourant sur 3+. Pourquoi pas, à 20 points c'est peut-être un petit peu cher, ça marchera vraiment que sur des unités très nombreuses, donc sur un pack de 20 croisés probablement. Il faut que l'ennemi ait quand même envoyé du lourd pour les tuer, et ensuite c'est que 2 figurines sur 3 qui pourront taper au lieu d'une figurine sur 2. Je sais pas si ça changera vraiment grand chose pour ce coup en point là, mais peut-être que l'adversaire va surestimer cette capacité et donc hésiter à venir vous charger. C'est plus un truc de dissuasion qu'un truc de vraie efficacité. Alors, ce détachement, vous pouvez potentiellement le cumuler avec le vœu du sticky objectif, même si vous avez quand même envie de plutôt rester sur les objectifs et de tanker en bougeant pas, donc c'est pas forcément crucial. Maintenant, ça vous permet aussi de tanker pendant toute la partie avec ces packs-là, et ensuite de quitter les objectifs sur la fin de partie pour vous élancer et vraiment finir l'adversaire. Vous avez envie de mettre des unités doyens sur ces objectifs très tôt, donc en les faisant courir avec de l'avance au maximum. Ça tankera très bien avec le -1 pour être blessé, le stratagème de -1 pour être touché, potentiellement l'invulnérable à 5. Si jamais vous perdez quand même cette figurine avec précision, vous pouvez donner des bonus au reste de l'armée ou ramener le doyen quand même.
Sinon, vous cumulez ça avec le vœu de repli et charge. Vous attendez l'ennemi sur les objectifs, vous le laissez vous charger, vous utilisez votre truc de frappant mourant avec des doyens de croisade, et ensuite vous vous désengagez, vous rechargez au tour d'après pour reprendre les objectifs et faire mal. Bon, il y a un gameplay qui existe, maintenant je sais pas si c'est le détachement que vous avez vraiment envie de jouer le plus. Il y a quand même beaucoup de létalité dans cette armée quand vous allez chercher d'autres personnages que les doyens, et bah, c'est quand même plutôt plus efficace de tuer l'adversaire que d'espérer qu'il vous tue pas avec un -1. Donc à mon avis, les autres détachements et les autres personnages que vous pouvez mettre dans les mêmes packs seront plus intéressants. Maintenant, sur des parties amicales, si vous avez envie de jouer en mode pour l'empereur, je plante ma bannière, ça peut être assez rigolo quand même. Je pense que le détachement a du jeu, peut-être pas de manière compétitive, mais en jouant contre vos potes, vous pouvez clairement le sortir. Il y a de bons outils, c'est marrant. On a ensuite le détachement Force d'assaut Godhammer. Ça, c'est, je pense, le meilleur détachement du codex. Il est très bon. C'est votre détachement transport et véhicule. À chaque fois que vous débarquez d'un transport, dès que vous faites une attaque de mêlée, vous faites +1 à la touche. Donc très utile sur les packs de croisés pour les passer en touche à 2. Sur les frères d'épée, moins intéressant parce qu'ils touchent déjà à 2, mais ça peut permettre d'annuler un malus. Mais en plus, quand vous débarquez d'un transport, quand vous déclarez une charge, sur la cible de votre charge, vous forcez un test d'ébranlement. Vous n'avez pas besoin de réussir votre charge pour que ce test d'ébranlement soit effectué. C'est juste sur la cible de votre charge, ou une des cibles de votre charge si vous ciblez plusieurs unités. Ça veut dire que vous pouvez débarquer et être à 12 pouces de l'ennemi, mais quand même forcer un test d'ébranlement sur l'adversaire, pour potentiellement l'empêcher de contrôler un objectif et donc potentiellement marquer certains secondaires. Il y a quelques trucs que vous pouvez faire qui sont intéressants. Si vous ratez la charge, l'ennemi peut être ébranlé. Si vous réussissez la charge, il peut pas vous tirer dessus en état d'alerte, il peut pas se mettre de stratagème pour mieux tanker au corps à corps, ou vous frapper d'abord, ou peu importe. Donc il y a plein de trucs qui peuvent être intéressants avec ça. C'est un petit bonus sympa, ça marchera pas à chaque fois, et contre certaines armées ça servira jamais à rien, mais c'est quand même le petit bonus pas négligeable, et le timing est intéressant. Bon, vous prendrez surtout ce détachement pour le +1 pour toucher, évidemment. Au niveau des stratagèmes, on a une cause continue, une cause sans fin, j'avais traduit. Pour un point de commandement, à la fin de la phase de combat, une unité d'infanterie qui était éligible pour combattre à cette phase, ou qui a combattu, peut faire un mouvement normal de jusqu'à 6 pouces. Par contre, elle ne peut pas réembarquer dans un transport si elle a déjà débarqué d'un transport à ce tour. Donc en gros, vous pouvez avoir débarqué d'un transport, chargé, vous pouvez tuer un truc, et ensuite vous faites un mouvement qui vous permet de vous recacher derrière un mur ou d'aller sur un objectif. Ça c'est intéressant. Vous pouvez pas réengager une autre unité avec ce mouvement de 6 pouces parce que c'est un mouvement normal, mais en gros c'est un peu comme le je bouge, je tire, je bouge, sauf que là c'est je bouge, je tue au corps à corps et je rebouge. Si vous étiez déjà sur la table et que vous n'avez pas débarqué d'un transport, vous pouvez réembarquer dans un transport quand même. Vous pouvez pas le faire si vous avez déjà débarqué d'un transport, mais si c'est pas le cas, vous pouvez vous remettre au chaud et donc récupérer les bonus au tour d'après. Il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants à faire avec ce stratagème, je pense qu'il est pas mal. Vous avez ensuite la sortie intransigeante, que j'avais mal traduit en avance sans compromis. Pour un point de commandement, une unité peut débarquer d'un Land Raider à 6 pouces du Land Raider au lieu de 3 pouces habituellement, et vous pouvez débarquer en portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Alors ça c'est super. Vous pouvez parquer le Land Raider dans une ruine, et votre unité peut débarquer à 6 pouces de l'autre côté du mur, et donc ça vous permet de placer non seulement des grosses unités plus facilement, parce que des fois vous vous êtes fait peut-être un peu coincer au corps à corps, mais du coup vous pouvez débarquer plus loin, et donc votre unité peut débarquer du transport alors que peut-être que normalement elle ne le pouvait pas. Vous pouvez aussi débarquer directement en portée d'engagement, comme ça vous pouvez pas vous faire tirer dessus en état d'alerte, puisque au moment où vous étiez dans le transport on vous voit pas, et au moment où vous êtes placé sur la table vous êtes au corps à corps, et donc on peut pas vous tirer dessus. Ça empêche globalement l'ennemi de venir se mettre à 6 pouces d'un de vos Land Raiders. Si vous mettez un Land Raider sur un objectif et que l'adversaire voulait venir remettre quelques doigts de pied sur l'objectif pour le reprendre, il le fera pas parce qu'au tour d'après, plop, vous êtes au corps à corps avec lui sans problème. Et puis ça vous permet aussi de gagner tout simplement 6 pouces de portée de charge. Normalement, quand vous débarquez d'un transport, vous débarquez à 3 et ensuite vous chargez. Là, vous pouvez prendre un Land Raider, alors il faut pas qu'il ait bougé par contre, mais vous pouvez prendre un Land Raider qui est sur la table, débarquer à 6, puis du coup bouger de 6, ça fait un mouvement de 12, plus une charge à 7, ça veut dire que vous impactez à 19 pouces au-delà de votre transport. Vous pouvez sortir de votre zone de déploiement et aller choper un truc qui est sur un objectif du No Man's Land tour 1 si vous êtes joueur 2, c'est vraiment bien. On a ensuite l'épreuve de l'Empereur Dieu. Alors ça a été traduit en gantelet de l'Empereur Dieu, mais gauntlet en général c'est plutôt une épreuve qu'un gantelet. À votre phase de mouvement, pour un point de commandement, une figurine de véhicule Adeptus Astartes, donc même pas forcément Black Templar, peut traverser les murs sur un mouvement normal ou d'avance. Bon ça c'est top, vous êtes dans un détachement véhicule, dans un détachement plutôt transport même. Le fait de ne pas être obligé de devoir contourner tout le bazar et toutes les ruines, surtout dans cette méta et dans cette version du jeu où on a des ruines partout,
c'est top, hein, vous passez juste à travers, et puis si vous avez un Land Rider, bah, potentiellement votre Land Rider il passe à travers le mur, mais ensuite vous pouvez quand même débarquer et charger, puisque c'est la règle de la rampe d'assaut du Land Rider. Mais si vous jouez des Dreadnoughts, et bah, vous pouvez aussi les faire traverser les murs. Si vous jouez des Repulsors, si vous jouez des Gladiators, et bah, ils traversent les murs aussi, et donc ils prennent des lignes de vue beaucoup plus facilement. C'est très très bien. Vous avez ensuite la haine dirigée pour un point de commandement. Vous pouvez choisir à votre phase de charge une unité Adeptus Astartes et la faire charger à travers les figurines ennemies si vous avez débarqué d'un transport. Donc c'est un peu situationnel. Si l'adversaire avait essayé de vous bloquer votre véhicule et de vous empêcher de débarquer et de charger un truc qui l'intéressait, et ben vous pouvez débarquer du véhicule et puis charger à travers l'unité ennemie qui essayait de vous bloquer pour aller charger la cible que vous vouliez vraiment derrière. Ça vous permet de mieux vous positionner. Ça servira pas tout le temps parce qu'il faut quand même pouvoir placer tous vos socles là où il faut en restant en cohésion, etc. C'est pas forcément évident, mais bon, ça vous permet d'éviter d'être bloqué dans votre charge si vous vouliez aller impacter un truc qui tape ou qui tire fort et qui était protégé derrière une petite unité pourrie, bah vous pouvez éviter d'être englué dans l'unité pourrie. Bon, c'est situationnel. Vous avez ensuite l'info tirade condamnatoire pour un point de commandement. À votre phase de combat, vous prenez une unité Adeptus Astartes qui n'a pas encore combattu, et jusqu'à la fin de la phase, si vous avez débarqué d'un transport, vous relancez tous les jets de blessure de 1, mais si vous avez débarqué d'un Land Raider, alors vous relancez toutes les blessures. Alors là, on a des trucs qui sont vraiment, vraiment violents avec ça. Vous avez déjà beaucoup de capacité à relancer les touches, donc vous pouvez avoir un pack de croisés qui serait embarqué dans un Land Raider avec deux persos, un qui va vous donner les critiques sur les 5 pour vos touches soutenues sur les épées tronçonneuses, un qui va vous donner la relance des touches, si vous réussissez un test de morale, mais vous allez toujours le réussir. Et donc ça veut dire que si vous débarquez du transport, vous touchez à 2, relance des touches avec critique sur les 5, donc vous relancez systématiquement tout le jet pour aller pêcher vos touches soutenues, et ensuite vous allez relancer toutes les blessures, sachant qu'avec le vœu de plus 1 pour blesser, vous allez probablement blesser sur du 4 ou du 3, ce sur quoi vous tapez. C'est ultra fort comme combo, ça fait vraiment très très mal, sachant que ce transport peut en plus avoir traversé un mur auparavant, donc la portée de menace est vraiment violente. C'est vraiment un stratagème qui peut vous permettre de faire beaucoup de dégâts si vous sortez d'un Land Raider. Et enfin, vous avez Coq Béni pour 2 points de commandement. À la phase de tir adverse, vous prenez une unité sur laquelle l'adversaire tire et vous faites -1 dégâts sur toutes les attaques ennemies jusqu'à la fin de la phase. Donc si vous avez exposé un de vos gros véhicules pour prendre une ligne de vue, et le -1 dégâts, il va peut-être vous permettre de le sauver, tout simplement, et d'avoir une phase de tir supplémentaire. Ça vous permet aussi potentiellement de protéger un transport que vous avez bourriné sur un objectif du No Man's Land dès le tour 1, et d'éviter qu'il se fasse trop exploser. C'est très très bien. Bon, c'est cher, hein, 2 PC, vous avez pas trop de moyens de réduire ce coût-là en Black Templar, donc vous allez payer vos 2 PC, mais ça peut vous permettre de complètement sauver votre transport, et donc de pas être battle shock, enfin de pas être ébranlé quand vous en sortez, de pas risquer de perdre des figurines pour rien, c'est pas mal. En termes d'amélioration, vous avez d'abord le parangon de fureur. Les armes de mêlée du porteur, mais seulement du porteur, vont gagner +2 en force. Le porteur va aussi gagner +1 dégâts s'il a débarqué d'un transport à ce tour. Alors, sur un capitaine, par exemple, qui va s'énerver une fois par bataille, vous pouvez aller chercher quand même 8 attaques de force 10, PA-2, dégâts 3, avec blessure dévastatrice, et potentiellement la relance des blessures pour un PC, le +1 pour toucher parce que vous avez débarqué d'un transport. Sinon, vous le mettez sur un champion de l'empereur, hein, qui va du coup passer en force 10, PA-3, dégâts 4, ou 10 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2, le tout en touche à 2+, ça peut être extrêmement violent aussi sur ce type de personnage-là. Ensuite, on a les chefs de cœur de bataille, que j'avais traduit en psaume de combat, ça coûte 10 points. Quand vous forcez un test d'ébranlement après avoir débarqué, hein, ça c'est votre règle de détachement, vous débarquez, vous ciblez une unité avec une charge, celle-ci doit faire un test d'ébranlement, et bien ce test d'ébranlement se fera à -1. Si vous avez 10 points qui vous restent et un perso qui n'a pas d'amélioration, pourquoi pas, maintenant c'est loin d'être indispensable. Vous avez ensuite le cerveau host d'augure, ça va vous coûter 15 points. Le porteur peut choisir une unité ennemie à 12 pouces et visible de lui, et jusqu'à la fin de la phase, l'unité choisie ne peut pas avoir le bénéfice du couvert. Typiquement, si vous avez un Land Raider avec quelques canons laser,
ignorer le couvert sur un véhicule que vous voulez cibler ou un gros monstre que vous voulez cibler pour l'adoucir avant de le charger, ça peut être très très bien pour réduire un petit peu ce genre de truc. C'est concrètement un plus un PA sur toute l'armée sur une cible qui était à couvert. Donc même si vous avez peu de tirs en Black Templar, bah vous avez quand même des multifuseurs sur chacun de vos véhicules et puis vous pouvez quand même prendre des Gladiator Lancers, des répulseurs exécutionneurs, des choses comme ça. Donc vous pouvez quand même envoyer du gros volume et empêcher l'adversaire de se protéger à couvert, c'est toujours bien. Vous avez ensuite le héros du massacre sacré, ça vous coûte 15 points. Si le porteur est embarqué dans un transport assigné, donc attention, c'est seulement l'impulsor, ce transport va gagner Scout 9. Ça c'est au top, hein, vous mettez un petit pack soit de 5 frères d'épée plus 2 persos, soit de 5 intercesseurs d'assaut plus 2 persos, dans un impulsor, et puis bah, votre impulsor, il bouge de 9 pouces, donc vous pouvez le mettre tout droit sur la ligne de la zone de déploiement, et tour 1, bah, bougez de 9, puis débarquer et vous mettre à bien un endroit où vous avez envie, sinon vous cachez, sinon si vous n'êtes pas joueur 1, bah, vous utilisez ce mouvement de 9 pour vous cacher en avançant quand même sur la table et être sûr de ne pas être à portée de l'ennemi. C'est un mouvement pré-bataille, ça veut dire que si vous êtes joueur 1, vous avez fait ce mouvement de 9, et ensuite vous pouvez débarquer à 3 pouces, puis faire un mouvement de 6 pouces, puis faire une charge à 7 pouces, potentiellement même avoir une avancée charge si vous avez mis un chaplain exécrator dans l'unité. Donc vous avez une portée de menace qui peut être vraiment sale, vraiment violente. Donc c'est que sur un seul transport, et ça va être que sur un impulsor, donc c'est que cette figurine, mais vous avez des packs de cette figurine qui peuvent vraiment envoyer la purée, avec le plus un touche, avec le vœu de plus un pour blesser, et les instances de relance des touches, voire de relance des blessures. Vous avez des trucs qui sont vraiment violents. Ce que je pense de ce détachement, bah, ça me paraît vraiment excellent, hein. Vous allez spammer des impulsors à 85 points avec des petits packs dedans, vous allez garder quelques packs à pied pour tenir les objectifs et avoir un peu de solidité, vous allez pouvoir emmener du répulsor ou du répulsor exécutionneur, de l'impulsor, voire même des Land Raiders, vous pouvez traverser les murs, vous allez gagner de bons bonus, et puis bah, une fois que vous avez débarqué, il vous reste quand même des véhicules qui sont relativement résistants, qui peuvent scorer, tirer, voire faire des tank shocks, bloquer l'adversaire, prendre des objectifs. Protéger vos unités dans la méta actuelle, c'est très bon, hein. Le Space Marine, ça vole très vite, vous n'avez pas l'armure de mépris dans les détachements Black Templar, donc les protéger dans des gros chaussons comme ça, dans des gros transports, c'est toujours un bon plan, c'est très bien. Je trouve que ce détachement, il est vraiment chouette dans ce codex. Je pense que c'est probablement celui qui a le plus de puissance, si vous voulez vraiment jouer compétitivement un détachement Black Templar. On passe maintenant aux compagnons de véhémence. La règle, c'est de relancer les jets d'avance et de relancer les jets de charge sur toute votre armée. Alors ça, bah, c'est bien, hein. Vous stabilisez non seulement votre mouvement, mais aussi votre impact. Les charges, c'est le truc le plus aléatoire de tout le jeu. Vous avez une variance qui va de 2 à 12, donc c'est compliqué parfois, bah vous étiez à 5 et puis vous ratez votre charge, bah là vous n'avez jamais besoin d'utiliser un point de commandement pour la relance de commandement, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, vous allez tout le temps relancer, donc vos PC vous les gardez pour vos stratagèmes vraiment utiles. Ça vous permet aussi d'utiliser des unités qui seraient en frappe en profondeur et de tenter des charges à 9 pouces avec une relance. Ça vous permet de faire arriver des transports depuis les réserves, de débarquer du transport à 9 et de tenter des charges. C'est toujours intéressant. Et puis la relance des jets d'avance, bah vous avez des chaplains exécrators qui vous donnent l'avance et charge, donc vous pouvez avoir potentiellement 3 packs dans votre armée qui relancent l'avance et qui relancent la charge pour être sûr d'aller impacter là où vous voulez. C'est vraiment intéressant, je pense, comme règle dans cette armée. En termes de stratagème, vous avez la pieuse offensive. À votre phase de combat, pour un point de commandement, vous pouvez engager et consolider à 6 pouces avec une unité infanterie seulement. Alors vous pouvez pas cumuler ce stratagème avec le suivant qui va vous permettre de consolider soit dans toute direction, soit vers l'unité la plus proche en fonction du vœu que vous avez choisi, sauf si vous avez mis un chapelain ou un judicateur, et dans ce cas-là, vous pouvez cumuler la consolidation à 6 pouces et en plus la consolidation vers l'unité la plus proche au lieu de la figurine la plus proche, ou dans n'importe quelle direction. C'est très utile pour aller coller des unités qui se pensaient à l'abri, hein. Vous chargez une unité, même sans parler du stratagème suivant, vous chargez une unité, vous la tuez, et bah vous pouvez consolider à 6, ou vous avez chargé une unité et vous avez des figurines qui sont rapprochées, la figurine ennemie la plus proche, c'est peut-être une autre unité que vous pouvez du coup aller coller aussi en faisant votre mouvement d'engagement. C'est très bien, et puis si vous avez tué votre cible et que bah, au plus près de vous c'est un objectif, bah, vous pouvez bouger de 6 vers un objectif au lieu si vous n'avez pas d'unité qui serait engageable à 6 pouces. Donc c'est très intéressant, ça vous permet d'aller vous poser dans un quart de table pour marquer quelque chose, ça vous permet de vous rapprocher du centre de table. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça, c'est un très bon stratagème.
On a ensuite le cœur endurci par le devoir. Pour un point de commandement, vous ciblez une unité infanterie, et jusqu'à la fin de la phase, quand vous consolidez, elle n'a pas besoin de consolider au plus près de la figurine ennemie la plus proche. Donc ça veut dire qu'elle peut consolider vers l'unité ennemie la plus proche. Des fois ça peut jouer, mais c'est très rare. Mais si vous avez pris le vœu qui vous permet de vous replier et charger, vous n'avez pas non plus besoin de consolider vers l'unité ennemie la plus proche. Ce qui veut dire que vous pouvez consolider dans n'importe quelle direction, et donc allez vous mettre dans un objectif, allez vous mettre derrière un mur. C'est que dans ce cas-là que ça sera utile. Maintenant, le vœu de repli et charge, je pense que vous le prenez jamais, hein. Là, vous avez un détachement qui vous favorise l'avance et charge, vous avez envie d'impacter le plus fort possible, vous allez prendre le plus 1 pour blesser comme vœu, et donc ce stratagème ne vous permet que de consolider vers l'unité ennemie la plus proche au lieu de la figurine ennemie la plus proche, et dans 99% des cas, ça sert à rien. On a ensuite, pour l'honneur de l'empereur, pour un point de commandement, vos armes de corps à corps sur une unité infanterie vont gagner la règle précision. Bon, ça c'est utile pour sniper un personnage qui vous ennuie, si vous avez vous-même pas de personnage dans votre pack, qui pourrait déjà utiliser le stratagème de précision. Puisque vous avez un stratagème générique qui vous donne déjà précision en mêlée, si vous avez un personnage et qu'il y a un personnage de l'unité adverse. Pourquoi pas, éventuellement, si vous voulez jouer des packs sans perso. Maintenant, comme vous avez un détachement où votre but c'est d'avancer et charger, vous allez très probablement coller des chapelains exécrateurs pour la relance des avances et la relance des charges, donc vous avez déjà un perso, donc si vous voulez précisionner, vous pouvez déjà précisionner. Maintenant là, vous pouvez précisionner avec toute l'unité, donc bon, pourquoi pas. Ça dépend de l'armée que vous affrontez. Dans certaines armées, tuer le perso, ça enlève 50% de la létalité, dans d'autres, ça change pas grand-chose, donc ça dépend du match-up. Il y a des fois où ça sera utile. Maintenant, la plupart du temps, pour tuer un personnage, le mieux c'est juste d'avoir un pack qui tape ultra fort et donc de buffer le pack au maximum pour qu'il tue à la fois le garde du corps et le personnage. Donc bon, en Black Templar, je sais pas si vous avez vraiment besoin d'aller sniper spécifiquement les personnages. On a ensuite l'inimité ou l'hostilité pieuse. Pour un point de commandement, vous prenez une unité qui est chapelain ou judicateur, judiciaire, qui n'a pas encore frappé, et vous allez pouvoir relancer les jets de touche de 1, mais si vous tapez sur un monstre ou un véhicule, vous allez relancer le jet de blessure de 1 aussi. Bon, c'est utile, vous pouvez vous donner un +1 pour blesser, avec une relance des 1 sur par exemple des frères d'épée qui touchent à 2, donc c'est une touche auto globalement, avec le +1 pour blesser et la relance des 1 pour blesser sur les monstres et véhicules, vous stabilisez encore bien. Pourquoi pas. Maintenant, vous avez dans ce livre un personnage qui vous donne déjà la relance des 1 pour toucher, et qui vous donne la relance de toutes les touches si vous réussissez un test de commandement. Donc, est-ce que vous avez besoin de ce stratagème vu que vous allez mettre des chapelains, oui, potentiellement, si vous allez mettre des chapelains exécrateurs, ça vous donne la capacité de relancer un peu les touches, why not, et un peu les blessures, bon, pourquoi pas, c'est pas mal. On a ensuite l'hérésie engendre le châtiment. Pour un point de commandement, quand une unité ennemie approche à 9 pouces d'une unité chapelain ou judicateur, vous pouvez faire un mouvement d'un des 6 qui doit se finir au plus près de l'unité ennemie la plus proche, y compris à portée d'engagement. Donc ça veut dire que l'ennemi ne peut pas vraiment s'approcher de vous à 3, 4, 5 pouces, parce que il y a toutes les chances que vous alliez le choper. S'il veut vraiment éviter tout risque, il faut qu'il se mette à 6 pouces de vous, à plus de 6 pouces de vous, ce qui est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc potentiellement, vous pouvez être menaçant, ça empêche l'adversaire de se mettre sur les objectifs. Ça évite aussi des frappes en profondeur un peu pénibles où vous pouvez vous éloigner. Si jamais on frappe en profondeur à côté de vous avec une unité qui relance les charges, vous pouvez vous éloigner de 2-3 pouces pour être tranquille et pas vous faire charger. Il y a quelques trucs comme ça qui peuvent être intéressants, donc ça c'est un stratagème qui est toujours intéressant à avoir en stock. Enfin, on a les croisés effroyables. Pour un point de commandement, à la phase de charge adverse, vous ciblez une unité infanterie qui se fait charger, et vous forcez un test d'ébranlement sur l'ennemi à -1. Alors, ça sera situationnel, mais ça peut éviter que l'ennemi se booste avec un stratagème, hein, s'il avait l'intention de se donner une relance de quelque chose avec un stratagème, ou une touche fatale, ou un machin comme ça, il peut pas se le mettre. Il peut pas non plus relancer les charges sur une relance de commandement, donc s'il rate sa charge, il la relance pas, enfin s'il rate le test de commandement aussi, mais s'il a raté sa charge, il peut pas la relancer. Et puis ça évite aussi que l'adversaire vous reprenne un objectif en fin de tour, et du coup aussi durant le vôtre, parce que c'est à la phase de charge adverse. Donc s'il a raté son test d'ébranlement, quand il arrive sur une unité à vous qui est sur un objectif, il est au C0, et donc vous êtes tranquille, puisque il vous reprend pas l'objet, et même s'il vous reste une seule figurine après qu'il vous ait tapé, l'objectif est toujours à vous, à votre prochain tour, donc c'est toujours très intéressant à faire. Donc celui-là, il y a des fois où vous en servirez jamais, mais il y a des fois où il va vous sauver une partie, donc c'est bon à avoir aussi. En termes d'amélioration, vous avez l'animus incendiaire pour 25 points, ça va sur un chapelain ou un judicateur, ça donne +1 à la pénétration d'armure des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité du porteur.
Donc pour 25 points, vous avez plus 1 à l'APA sur toute l'unité. Alors ça vous fait des frères d'épée en PA-3, ça vous fait des croisés en PA-1 pour les novices et PA-2 pour les initiés, ça vous fait des intercesseurs d'assaut qui relancent toutes les blessures et passent PA-2 avec leurs épées tronçonneuses. C'est très très fort comme amélioration pour 25 points. Maintenant je pense que pour le maximiser, vous mettez ça sur un pack de 20 croisés avec un chaplain exécrator qui va avancer charge, relancer les avances, relancer les charges et frapper en PA-2 sur les épées tronçonneuses. Ça peut faire ultra mal comme petit bonus. Vous avez ensuite le parangon du serment à 15 points, ça va seulement sur une figurine infanterie, et ça va vous donner plus 1 au jet d'avance. Et si vous jouez avec le pack de mission, donc les cartes de secondaire, vous pouvez aussi faire une action à un tour où vous avez avancé. Alors le plus 1 au jet d'avance, quand vous avez déjà la relance des avances, est peut-être pas indispensable. Maintenant il y a des fois où ça peut servir. Si vous avez les points qui restent, pourquoi pas. Et puis la capacité de faire des actions au tour où vous avez avancé, ça peut aussi servir de temps en temps. Donc bon, si vous avez les points, vous le prenez. On a ensuite la dénonciation impitoyable à 25 points. Vous ciblez une figurine de chaplain ou de judicateur. À chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité du porteur, vous pouvez relancer le jet de touche. Donc forcément seulement au corps à corps. Bon ça c'est pété. Vous avez des frères d'épée qui touchent à 2+, avec touche fatale. Avec un chaplain, ils vont avancer, charger, toucher à 2 avec relance des touches complètes, et ensuite vous allez avoir le vœu du plus 1 pour blesser sur des attaques de force 5, PA-2, dégâts 2. Ça commence à faire quand même un empilement de buff vraiment insoutenable pour l'adversaire. C'est vraiment très très fort. Et enfin, vous avez l'éclaireur zélé pour 20 points. L'unité du porteur va gagner Scout 6, éclaireur 6. Ça c'est très bien aussi, puisque c'est toute l'unité du porteur qui gagne ça. Donc ça veut dire que si vous mettez dans un transport assigné, eh bien le transport va aussi gagner éclaireur 6. Donc vous vous déployez collé à votre ligne de déploiement. Et puis si vous avez le tour 1 ou pas d'ailleurs, vous pouvez bouger de 6 pouces, vous recachez derrière une autre ruine devant la table et gagner du coup 6 pouces gratos. Et si vous êtes joueur 1, vous gagnez 6 pouces. Et puis ensuite vous pouvez faire sortir votre unité, avancer, charger. Donc vous avez une portée de menace qui est quand même assez violente avec la relance des avances et la relance des charges. Donc le cumul là encore peut être vraiment furieux pour vous prendre un gros pack de 7 figurines dans la tronche qui sort d'un impulsor. Ça peut faire assez mal dès le tour 1. Bon, au global, le détachement me paraît intéressant. Vous avez des astuces de mouvement, il y a du dégât potentiel avec la relance des touches, le Scout 6 peut vraiment être pénible, la relance des 1 pour toucher ou pour blesser, l'amélioration de full relance des touches, le cumul avec le vœu du plus 1 pour blesser, c'est très fort. Globalement, c'est le détachement qui vous permet de jouer l'armée comme elle est souvent jouée, c'est-à-dire plein de packs d'infanterie qui veulent aller le plus vite possible au corps à corps. Comme vous relancez les avances et vous relancez les charges, vous prenez des chaplains exécrateurs qui relancent les avances et les charges, vous prenez le champion de l'empereur qui vous donne plus 2 à vos jets de charge aussi, ce qui fait que du coup, vous avez des charges à plus 2 avec relance qui commencent à être vraiment violentes aussi. Et puis rien qu'avec le vœu de plus 1 pour blesser, vous êtes bien, mais vous avez en plus des améliorations qui vont booster les packs et des stratagèmes qui vous permettent de consolider à 6 pouces. Je pense que celui-là, il peut être quand même relativement toxique si vous jouez des masses de 20 croisés. Ça peut être assez violent quand même. Bon, cette armée, je la trouve très forte. Les détachements qu'on vous propose sont peut-être pas les meilleurs à aller choisir. J'aime bien le Godhammer, je trouve qu'il est bien. Le détachement des doyens peut être assez rigolo, plutôt en amical. Le détachement avec la relance des avances et des charges peut être assez violent, avec des exécrateurs qui vous donnent l'avance et charge. Il y a des trucs à aller chercher. Maintenant, à mon sens, quand vous transposez les fiches d'unité de cette armée dans la Gladius, le détachement de base Space Marine, vous avez un tour d'avance et charge, et avance et charge pour un PC. Vous avez un tour de repli et charge, ou repli et charge pour un PC. Vous avez un tour d'avance et tir sur toute l'armée, ou avance et tir pour un PC, ce qui peut aider vos véhicules aussi. Vous avez un stratagème pour avoir lance et plus 1 en PA, ce qui fait que dans les cas où vous auriez pas votre plus 1 pour blesser, vous pouvez aller le chercher quand vous voulez, et le plus 1 PA si vous avez la bonne doctrine pour en plus augmenter encore les trucs. Vous avez une amélioration qui vous donne plus 1 en force et de mémoire plus une attaque, ou plus 2 si vous avez tué quelque chose. Vous avez une amélioration pour avoir une save à 2, un insensible à 5 que vous pouvez mettre sur votre champion de l'empereur par exemple, si vous voulez jouer en missile. Vous avez des stratagèmes qui sont vraiment bien, un mouvement réactif de D6 pouces ou de 6 pouces en fonction de la doctrine que vous avez. Donc du coup, vous pouvez avoir une unité ennemie qui s'approche, vous faites votre mouvement réactif qui vous approche, et si l'ennemi vous tire dessus, vous engagez au corps à corps avec vos croisés. Il y a plein de combos qui sont très
très bon avec cette armée, les persos que vous pouvez mettre dedans, les relances, hein, vous pouvez juste utiliser un pack d'intercesseurs d'assaut normaux en leur collant le sénéchal et le castellan, vous allez avoir la relance totale des touches, la relance totale des blessures, le plus 1 pour blesser, et tout ça sur les profils d'attaque des personnages qui sont très très violents aussi, et ça vous coûte pas tant que ça, et ça embarque dans un impulsor si vous en avez besoin. Enfin, il y a vraiment plein de combos qui sont très forts, c'est une armée qui peut gérer quasiment tout, que ça soit au corps à corps ou au tir si vous prenez vos petits gladiateurs lanceurs ou vos répulsors. Il y a vraiment des choses à faire. Je pense que c'est une armée qui va redéfinir probablement la méta. Elle est peut-être pas aussi pétée que peut l'être la Death Guard actuellement, ou les Chevaliers Impériaux, ou les Chevaliers du Chaos, mais on en est vraiment pas très loin. Je pense qu'il y a des combos qui sont passés à travers les mailles du test avec des détachements Space Marine qui sont vraiment sales, et j'attends de voir sur la table, j'attends de voir ce que les gens vont sortir comme armée, mais à mon sens c'est vraiment très fort. J'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient de ce codex, je comprends pas pourquoi, hein. Non, il est vraiment très bien, il y a plein de jeux, il y a plein de choses que vous pouvez faire, il y a plein de combos à aller chercher. Là on est vraiment sur un niveau d'écriture qui est très cool. Quand on compare ça à ce qu'ont eu les Chevaliers Gris, vraiment vous êtes largement au-dessus en termes à la fois de fun, puisque vous avez plein de détachements rigolos avec des règles cool. En termes de jouabilité, il y a quasiment rien qui est nul dans ce codex, il y a quasiment rien qui vaut pas le coup d'être joué du tout, que ça soit en amical ou en compétitif, mais aussi en termes de puissance, pas que de fun, vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Vous avez vraiment un codex qui est très léché, qui est très bien écrit, c'est une franche réussite, je pense, et c'est peut-être même un petit peu trop fort avec les points actuels et la règle de plus 1 blesse, qui est le vœu que je pense tout le monde va aller choisir. Bon, ça sera tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et mon avis sur cette armée. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, vous avez tous les boutons YouTube, vous savez où ils sont, et je vous rappelle le petit partenariat MyHobbyPlace qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Le lien est dans la description, ça me reverse une petite commission à chaque fois que vous sélectionnez ma chaîne quand vous achetez quelque chose, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!